Claire Dufour avait 34 ans, mais en paraissait davantage. Ses journées commençaient bien avant le lever du soleil et se terminaient bien après le coucher des enfants. Mère célibataire de 2 garçons de 9 et 11 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans un manoir situé à une trentaine de minutes de Lyon. Le domaine appartenait à un magnate de la technologie que Claire n'avait jamais vu de ses propres yeux. Tout ce qu'elle connaissait de lui se résumait à une silhouette floue sur une photo dans un vieux magazine, posée dans le salon, et aux échos que la gouvernante laissait filtrer. « Monsieur Marchand ne tolère pas l'amateurisme. Il déteste les retards. Il remarque tout. » Mais jusqu'à présent, il était resté un fantôme de prestige, omniprésent dans les règles, mais absent dans la chair. Ce mardi-là, l'humidité collait au mur et au dos. Claire avait passé plus de 8 heures à récurer, déplacer, polir et remettre en ordre la vaste aile est, récemment vidée après une réception dont elle n'avait su que l'ampleur par l'état des lieux au matin. Ses mains, couvertes de crevasses invisibles, tremblaient légèrement. Ses genoux lui rappelaient qu'elle n'était pas faite de fer. Elle jeta un œil à l'horloge murale de la buanderie. Il était presque minuit. Ne pouvant plus supporter le poids de son propre corps, elle s'autorisa un répit dans le petit cabinet de service adjacent à la cuisine. Ce n'était pas un endroit prévu pour le repos, encore moins pour une pause prolongée. Mais Claire n'en pouvait plus. Elle referma lentement la porte derrière elle, cala son dos contre le mur carrelé et ferma les yeux, juste pour quelques secondes, se disait-elle. Son souffle se ralentit. Elle pensait à ses fils, à la liste de courses, à la lessive non faite. Puis, lentement, ses pensées se diluèrent dans une brume épaisse. Le froid du carrelage contre sa joue fut la dernière sensation qu'elle perçut avant de sombrer dans un sommeil lourd, presque défensif. Personne ne devait passer par là. La partie principale du personnel avait terminé son service depuis plusieurs heures, et le système d'alarme garantissait que personne d'extérieur ne pouvait pénétrer la propriété à cette heure. Claire n'avait pas prévu de s'endormir là, encore moins d'être trouvée. Elle avait disparu dans l'anonymat de son quotidien, dans l'effacement routinier de ceux qu'on ne remarque jamais. Elle était, comme tant d'autres dans ce métier, une présence fonctionnelle et muette. Et pourtant, cette nuit-là, quelque chose changea. Dans le silence de la demeure endormie, un son subtil fendit l'immobilité. Un déclic discret, suivi d'un souffle d'air. Une porte venait de s'ouvrir. Une porte qui, selon le protocole, devait rester verrouillée jusqu'au lendemain matin. Des pas résonnèrent tout faiblement sur le marbre. Ils étaient lents, précis, comme ceux de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre du sol sous ses pieds. La lumière du couloir se refléta brièvement sous la porte du petit cabinet, projetant une ombre mouvante sur le carrelage fissuré. Claire, toujours endormie, ne bougea pas. Elle respirait calmement, inconsciente de la silhouette qui s'approchait. La poignée tourna légèrement puis s'immobilisa. Silence, un instant suspendu. Celui qui se trouvait de l'autre côté hésita. Ce n'était pas une pièce qu'on visitait, pas une pièce où on attendait trouver quiconque. Et pourtant, quelque chose, peut-être une intuition, le poussa à entrer. Il abaissa la poignée, ouvrit la porte avec précaution et resta figé sur le seuil. Devant lui, une femme en blouse de travail dormait, recroquevillée contre le mur. Ses chaussures fatiguées gisaient à quelques centimètres d'elle. Une mèche de cheveux s'échappait de son chignon défait. Elle semblait presque paisible dans sa position inconfortable. Son visage était marqué par l'épuisement, mais étrangement doux. Elle n'avait pas entendu la porte ni senti le regard posé sur elle. Le visiteur, d'abord surpris, ne dit rien. Il observa. Il n'était pas habitué à ces moments de vulnérabilité. Son monde, fait de chiffres, de décisions rapides et d'objectifs à atteindre, n'offrait guère de place à ce genre de scène. Il aurait pu la réveiller immédiatement. Il aurait pu appeler quelqu'un. Mais au lieu de cela, il resta là, immobile, troublé par quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Dans le cœur endormi de la nuit, 2 mondes venaient de se croiser, sans bruit, sans fracas. L'un, fait de sueur et d'effacement. L'autre, de pouvoir et de solitude. Et à cet instant précis, ni l'un ni l'autre ne savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. La pluie s'était mise à tomber doucement sur les vitres épaisses du manoir, lorsque Étienne Marchand franchit le portail principal à bord de sa voiture noire. Il était presque 1h du matin. L'homme n'avait pas annoncé son retour, préférant garder le silence pour ne pas déranger inutilement le personnel. Il avait ses raisons.
Après une série de négociations à Berlin qui s'étaient conclues plus tôt que prévu, il n'avait pas eu envie de rester un jour de plus loin de chez lui. Pas que le manoir lui manque, mais la solitude impersonnelle des hôtels de luxe l'ennuyait profondément. Il avait besoin de retrouver un peu de silence familier, celui qui, à défaut de réconfort, lui appartenait. Étienne n'aimait pas les accueils formels, ni les employés qui s'empressaient autour de lui. Il préférait que tout le monde soit absent lorsqu'il rentrait tard, et c'était précisément ce qu'il avait organisé. Il gara sa voiture dans l'allée latérale, coupa le moteur sans allumer les lumières extérieures, puis entra par la porte de service. Cette entrée secondaire, réservée généralement au personnel, lui permettait d'éviter les circuits officiels du manoir qui l'agaçaient. Il connaissait chaque couloir, chaque pièce, chaque son des planchers de cette immense maison héritée et remodelée à son goût au fil des années. Il se dirigea directement vers la cuisine, ayant besoin de se laver les mains et de boire quelque chose de frais avant d'envisager le sommeil. Mais avant d'atteindre le réfrigérateur, un détail l'interpella: la faible lumière sous la porte du petit cabinet de service. Elle ne devait pas être allumée. À cette heure, toutes les pièces secondaires étaient censées être éteintes, vides, silencieuses. Étienne s'arrêta. Il fronça légèrement les sourcils, sans inquiétude excessive, mais avec une curiosité qui le força à vérifier. Il posa la main sur la poignée, tourna doucement. La porte s'ouvrit sans résistance. Et là, il la vit. La femme était allongée contre le mur, les jambes repliées, la tête inclinée sur le côté, comme si elle avait cherché un refuge dans cet espace exigu. Elle dormait, profondément. Il ne la connaissait pas, mais son uniforme ne laissait aucun doute. Elle faisait partie de l'équipe de nettoyage. Étienne ne se souvenait pas l'avoir croisée auparavant, mais il ne connaissait pas non plus tous les visages de ceux qui travaillaient pour lui. Il délègue. Il confie ses tâches à la gouvernante, à ses gestionnaires, à tout un réseau bien huilé qui fonctionne sans son intervention directe. Il resta debout, silencieux, pendant plusieurs secondes. Quelque chose dans la manière dont elle s'était laissée tomber là, dans ce recoin sans confort, le frappa. Ce n'était pas un sommeil volontaire, ni un relâchement coupable. C'était une capitulation. Elle avait atteint un point où son corps avait décidé pour elle. Il observa les détails, les traces de fatigue sur son visage, la posture inconfortable, la blouse légèrement froissée par le labeur. Il n'y avait rien de misérable dans cette image, mais elle n'était pas digne non plus. Elle était brute, réelle. Il aurait pu s'énerver. Il aurait pu la réveiller brusquement, demander des explications, exiger des comptes, mais il n'en fit rien. Il s'adossa au chambranle de la porte, croisa les bras et la regarda en silence. Elle bougea légèrement, fronça les sourcils comme si un rêve venait perturber son repos forcé. Étienne ne savait pas ce qui le retenait. Peut-être cette humanité qu'il s'efforçait d'ignorer dans son quotidien de chiffres et de décisions. Peut-être parce que cette scène anodine en apparence réveillait en lui une mémoire enfouie, celle de son père mort d'épuisement dans un garage d'usine, un chiffon à la main. Il fit un pas dans la pièce. Le bruit de ses semelles sur le carrelage fit tressaillir Claire, qui ouvrit brusquement les yeux. Elle mit une seconde à comprendre où elle était, ce qu'elle faisait là, puis son regard croisa celui d'Étienne. La panique fut instantanée. Elle tenta de se lever, se cogna le genou contre le mur, trébucha avant de se redresser tant bien que mal, essuyant nerveusement ses vêtements, comme si cela allait effacer ce moment d'abandon. « Je suis désolée, monsieur, je n'aurais pas dû... » murmura-t-elle d'une voix enrouée. Étienne la regardait toujours, sans dire un mot. Elle évitait ses yeux, baissant la tête, comme si elle attendait déjà la sentence. « Vous êtes blessée ?» demanda-t-il enfin. Claire releva lentement les yeux, surprise. Elle ouvrit la bouche, la referma, secoua la tête. « Non, juste... fatiguée. Je suis restée un instant ici, je me suis assise, et je me suis endormie sans le vouloir. » Elle se préparait déjà à une réprimande. Chaque muscle de son corps tendu attendait l'ordre, le rejet, le verdict, mais rien de cela ne vint. « Allez-vous manger quelque chose? Il y a du pain frais dans la cuisine, » dit-il calmement. Elle ne comprit pas tout de suite. Sa bouche s'ouvrit de nouveau, mais aucun mot ne sortit. Étienne se tourna vers la porte. « Et prenez demain matin pour vous reposer. Dites-le à la gouvernante, » ajouta-t-il avant de quitter la pièce. Claire resta figée. Les secondes s'égrenèrent lentement dans le silence retrouvé. Elle regardait la porte par laquelle il était sorti, sans comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un rêve.
Il était venu, l'avait vu dans son état le plus vulnérable, et au lieu de l'humilier ou de l'exclure, il lui avait parlé. Pas comme un patron, pas comme un homme supérieur, juste comme quelqu'un qui avait vu une autre personne, et qui, d'une certaine manière, avait choisi de ne pas détourner les yeux. Plus tard, cette nuit-là, allongée sur son lit étroit dans son petit appartement de banlieue, Claire repenserait à cette rencontre. Elle ne se souviendrait pas exactement des mots, mais du ton, de la manière dont il l'avait regardée sans mépris, sans jugement. Elle n'avait pas l'habitude. On ne la regardait pas. On l'entendait à peine. Elle était la femme invisible du manoir, celle qui passait la serpillière et laissait les lieux brillants avant de disparaître par la porte arrière. Mais ce soir-là, pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, quelqu'un l'avait vue. Ce regard, ce ton, ce bref moment suspendu entre deux mondes si différents. Ce serait peut-être rien. Ou peut-être le début de quelque chose. Mais ce que Claire ne savait pas encore, c'est que cet homme dont elle n'avait vu jusqu'ici que la légende allait changer le cours de sa vie. Et ce changement avait commencé dans un simple cabinet de service, à une heure où personne ne devait être là, quand une porte s'était ouverte alors qu'elle aurait dû rester fermée. Claire arriva plus tôt que d'habitude le lendemain matin, bien que ses jambes lui fassent encore mal et que sa tête tourne légèrement à cause du peu de sommeil. Elle n'avait pas osé prendre le congé offert par Étienne. Elle n'était pas de celles qui s'absentent sans raison valable, encore moins après un moment aussi inattendu que celui de la nuit précédente. Même si l'ordre avait été donné avec une certaine bienveillance, il émanait de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et dans son monde, on ne faisait pas confiance aux gestes exceptionnels. On se méfiait toujours de ce qu'on ne comprenait pas. Les autres employés étaient déjà en mouvement lorsqu'elle franchit la porte arrière. Personne ne fit attention à elle. Une partie d'elle s'en sentit soulagée. L'autre partie, encore secouée par ce qui s'était produit, aurait peut-être aimé qu'on la remarque, qu'on lui demande si elle allait bien. Mais le monde des domestiques, surtout dans un endroit aussi rigide que cette propriété, était fait d'habitudes muettes, de passages furtifs, de regards baissés. Elle reprit son poste habituel, nettoya les couloirs du rez-de-chaussée, passa l'aspirateur dans la salle des trophées, épousseta les vitrines sans un mot. Le souvenir d'Étienne Marchand ouvrant la porte et la découvrant au sol ne cessait de lui revenir en mémoire. Ce n'était pas l'humiliation qu'elle redoutait. C'était le calme avec lequel il l'avait observée. Pas de colère, pas de condescendance, juste une sorte de présence déroutante. Elle se souvenait du timbre de sa voix, grave et posée, de la manière dont il avait simplement demandé si elle était blessée. Elle s'attendait à tout sauf à cela. Elle avait grandi dans un monde où les hommes puissants ne s'arrêtaient jamais pour observer la fatigue d'une femme de ménage, où l'on ne demandait pas si elle allait bien, mais pourquoi elle ne faisait pas son travail plus vite. Vers la fin de la matinée, alors qu'elle nettoyait les vitres du couloir menant à la bibliothèque, Claire entendit des pas derrière elle. Elle se retourna instinctivement et vit la gouvernante, droite comme une tige, les bras croisés, le visage fermé. « Monsieur Marchand souhaite vous voir dans son bureau », annonça-t-elle sans détour. Claire sentit une chaleur soudaine monter à son visage. Elle tenta de masquer son trouble, reposa le chiffon sur la table et suivit la gouvernante sans poser de questions. Chaque pas dans les couloirs du manoir résonnait comme un écho dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été convoquée dans le bureau de l'employeur. Personne dans l'équipe de nettoyage ne l'avait été, sauf en cas de licenciement ou de grave incident. Son estomac se noua. Elle s'efforça de respirer profondément, de ne pas montrer la panique qui grandissait en elle. La gouvernante frappa à la porte, attendit l'autorisation, puis s'écarta pour la laisser entrer. Claire passa le seuil et la porte se referma doucement derrière elle. Étienne Marchand était là, debout, près de la fenêtre ouverte. Il tenait une tasse de café à la main. Il portait une chemise claire, sans veste, et paraissait absorbé par les jardins. Lorsqu'il se tourna vers elle, Claire sentit que quelque chose dans son regard n'avait pas changé depuis la veille. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas non plus de l'intérêt. C'était une sorte de neutralité attentive qui la déstabilisait plus que s'il l'avait toisée de haut. « Bonjour », dit-il d'un ton calme. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Claire hésita, puis s'assit sur le bord du fauteuil en face du bureau. Elle garda les mains posées sur ses genoux, droites, presque rigides. « Je voulais simplement m'assurer que vous alliez bien, » continua-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ne s'attendait pas à ce que cette phrase, exactement celle qu'il avait prononcée la nuit précédente,
reviennent ici, dans un contexte officiel, presque intime. « Oui, je vais bien. Merci, » répondit-elle finalement, la voix légèrement tremblante. Étienne déposa sa tasse sur le bureau. Il s'assit à son tour, croisa les doigts devant lui et la regarda sans insistance. « Vous avez dormi ici. Cela ne fait pas partie des conditions de votre poste. Mais je ne suis pas là pour parler de règlement. » Elle le fixa brièvement, surprise par la direction inattendue de la conversation. « Je ne voulais pas... Je suis resté plus tard pour terminer le nettoyage de l'aile est. Il restait encore des choses à faire. Je me suis assise un instant et... Vous vous êtes endormi, acheva-t-il sans sarcasme. « Oui, je sais. » Elle serra légèrement les dents, le regard baissé. « Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne me permettrai plus ce genre de... Ce n'est pas une plainte, Madame Dufour. » Le silence retomba. Il la regardait toujours et cette fois Claire sentit qu'il s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Il s'adossa lentement à son fauteuil. « Dites-moi, vous allez vraiment bien ?» C'était cette même question, simple. Mais cette fois, elle ne venait pas du hasard d'une nuit imprévue. Elle était posée en plein jour, dans un bureau rempli de certitudes, par un homme dont la parole avait du poids. Claire déglutit. Elle aurait voulu répondre oui, que tout allait bien, que ce n'était qu'un moment d'égarement. Mais elle savait qu'il verrait clair dans son mensonge. Et pire encore, elle sentit en elle une envie irrépressible de répondre honnêtement, une envie dangereuse. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui laisse cet espace. « C'est difficile, » répondit-elle après un silence, « mais je m'en sors, pour mes enfants. » Ce fut tout ce qu'elle permit de dire. Elle ne voulait pas se livrer davantage. Pas ici, pas à lui. Étienne hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait qu'elle avait dit tout ce qu'elle pouvait. « Très bien, » dit-il simplement. Il se leva, prit une enveloppe sur le coin de son bureau et la tendit vers elle. « Voici votre nouvelle affectation pour la semaine prochaine. Vous travaillerez directement avec moi sur un projet de rénovation du jardin. Vous avez été recommandée par la gouvernante comme une personne discrète et méticuleuse. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. » Claire prit l'enveloppe, interdite. « C'est temporaire, » ajouta-t-il. « Une tâche bien spécifique, rémunérée en conséquence. » Elle ne savait pas quoi répondre. Tout en elle criait de ne pas accepter trop vite, de ne pas croire que ce genre d'opportunité était pour elle. Mais sa situation, ses dettes, les besoins des enfants, elle n'avait pas le luxe de refuser. « D'accord, » murmura-t-elle. « Merci, monsieur Marchand. » Il acquiesça. Puis, avant qu'elle ne quitte la pièce, il prononça une dernière phrase, presque en aparté. « Ce n'est pas un hasard si vous avez résisté jusqu'à maintenant, et ce n'est pas une faiblesse d'être fatiguée. » Claire resta figée un instant, puis sortit sans un mot. Dans le couloir, son cœur battait plus fort que jamais. Ce n'était pas la peur cette fois, c'était autre chose, une sensation étrange, comme si pour la première fois, quelqu'un avait entrevu qu'elle existait au-delà de ses fonctions. Et ça, elle ne savait pas encore si c'était un cadeau ou un fardeau. Le manoir Marchand, immense bâtisse de pierre claire posée sur un terrain arboré de plusieurs hectares, fonctionnait comme une entreprise bien huilée. Chaque étage, chaque couloir, chaque pièce, même les plus rarement utilisés, étaient soumis à un protocole strict et surveillés par un système de caméras de sécurité aussi discret qu'efficace. Ces caméras n'étaient pas là uniquement pour prévenir d'éventuelles intrusions ou pour garantir la sécurité du propriétaire et de ses biens, mais aussi, bien souvent, pour observer les mouvements du personnel, assurer le respect des règles, vérifier les horaires, les présences, les absences, les passages non autorisés. Claire le savait, tous les employés en étaient informés dès l'embauche, et même si les caméras semblaient inactives, elles ne l'étaient jamais vraiment. C'est pourquoi, lorsqu'elle fut convoquée dans le bureau de la gouvernante, 2 jours après son passage dans le bureau d'Étienne, Claire sentit son estomac se tordre. Elle tenta de ne pas montrer son appréhension, mais la nervosité s'inscrivait dans la manière dont elle serrait son chiffon entre ses doigts, dans la façon précipitée dont elle remontait les manches de sa blouse. L'atmosphère était plus tendue que d'ordinaire. La porte du bureau était entr'ouverte, laissant entendre une conversation à voix basse entre la gouvernante et un autre membre du personnel administratif. Claire attendit, debout dans le couloir, son regard fixé sur un point imaginaire au sol. Lorsqu'on l'invita enfin à entrer, elle inspira profondément. La gouvernante était assise derrière son bureau, ses lunettes posées sur le bout de son nez, une chemise cartonnée ouverte devant elle. À ses côtés, une tablette affichait ce qui ressemblait à une image en pose.
Claire vit immédiatement qu'il s'agissait d'un enregistrement vidéo. Son cœur se serra. Elle ne savait pas encore ce qui avait été filmé, mais elle comprit que ce moment n'allait pas lui être favorable. « Claire, asseyez-vous » dit la gouvernante d'un ton sec. Elle obéit. Son dos droit, ses mains croisées sur ses genoux, elle tentait de maintenir une apparence digne. Mais à l'intérieur, elle vacillait. « Il y a eu une anomalie dans les enregistrements de cette semaine », reprit la gouvernante. « Une alerte s'est déclenchée automatiquement dans notre système, suite à une détection de mouvements dans les zones non actives pendant la nuit. » Elle tapota l'écran. La vidéo démarra. Claire vit la scène en noir et blanc. Elle-même, entrant dans le petit cabinet de service. Elle qui s'assied, qui ferme les yeux, qui s'affaisse lentement contre le mur. L'image sauta légèrement. Puis une silhouette masculine apparut à l'entrée. Étienne Marchand. Il entre, reste immobile. On ne distingue pas les détails de son visage, mais il est Claire qui l'observe. Puis la vidéo s'arrête. Claire sentait ses joues brûler. Elle n'avait rien fait de mal. Et pourtant, elle était là, exposée comme une enfant prise en faute. Elle s'attendait à une réprimande, à une note dans son dossier, voire à une sanction. La gouvernante, elle, fixait Claire comme si elle analysait chaque micro-expression. « Vous savez que cela constitue une infraction au règlement interne », dit-elle finalement. « Les employés ne sont pas autorisés à utiliser les installations de la maison à des fins personnelles, encore moins en dehors des heures de service. » Claire ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle fut interrompue par un mouvement brusque de la porte. Étienne Marchand venait d'entrer dans le bureau sans frapper. « Cela ne nécessite aucune mesure disciplinaire », déclara-t-il avant même qu'on ne l'interroge. La gouvernante se leva instinctivement, surprise. Claire, elle, resta figée. « Monsieur Marchand, j'ai vu l'enregistrement, je suis au courant, et je ne souhaite pas qu'on en fasse un sujet. Madame Dufour a eu un moment d'épuisement. Cela arrive, c'est humain, et je considère l'incident clos. » Un silence pesant suivit. Étienne s'approcha du bureau, jeta un regard à la tablette, puis la referma d'un geste. Il regarda brièvement Claire. « Vous pouvez retourner à votre poste, Claire. » Elle hocha la tête, se leva et quitta la pièce en silence, le cœur battant à tout rompre. Elle venait d'être sauvée d'une sanction certaine, mais ce n'était pas cela qui la troublait. C'était le fait qu'Étienne soit intervenu. De façon si directe, publiquement. Cela n'arrivait jamais. Un employeur comme lui ne descendait pas dans les affaires du quotidien. Et pourtant, il l'avait fait. Elle retourna à son travail, tentant de se concentrer, mais sa tête bourdonnait. Elle ne voulait pas se faire d'idées. Elle ne comprenait pas ses intentions. Étienne Marchand restait une énigme. Mais ce jour-là, elle comprit qu'elle était, à ses yeux, plus qu'un nom sur une fiche de paie. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle le sentait. L'après-midi était bien entamé quand elle reçut un message inhabituel par l'intermédiaire de la gouvernante. Un court mot écrit à la main sur un papier épais « Veuillez me rejoindre dans mon bureau à 17 h. E.M. » Rien de plus. Claire lut et relut la note plusieurs fois, ne sachant comment l'interpréter. Elle s'était déjà rendue dans ce bureau. Elle y avait été ébranlée. Elle avait vu dans les yeux d'Étienne une chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Maintenant, il la rappelait. À nouveau, et cette fois sans explication. À 17 h précises, elle frappa doucement à la porte. La voix d'Étienne, depuis l'intérieur, l'invita à entrer. Il était encore debout, les manches retroussées, une feuille à la main. « Claire, merci d'être venue. Asseyez-vous. » Elle obéit sans mot dire. « Je ne vais pas tourner autour du pot, » commença-t-il. « J'ai un projet de rénovation discrète dans le jardin sud. Ce n'est pas officiel, c'est quelque chose que je gère moi-même. Et j'ai besoin d'une personne de confiance, quelqu'un qui connaît le terrain, qui travaille avec rigueur, et surtout, qui ne posera pas de questions inutiles. » Claire l'écoutait, tendue. Étienne poursuivit. « Vous avez été recommandé, et ce que j'ai vu ces derniers jours confirme ce que je pressentais. Vous travaillez dur, vous ne vous plaignez pas, vous méritez mieux que d'être puni pour un moment de faiblesse. » Elle ne sut quoi dire. C'était un honneur, mais aussi une source d'inquiétude. Elle n'avait jamais travaillé directement pour un supérieur de ce rang, encore moins sur un projet personnel. Le poste implique un emploi du temps légèrement différent. Une compensation financière est prévue, naturellement, mais surtout, vous travaillerez en grande partie seul avec moi, si cela ne vous met pas mal à l'aise. Elle prit une seconde pour répondre, puis hocha la tête. « J'accepte. » Il acquiesça. Rien dans son visage ne trahissait d'émotion.
Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement rassurant dans sa manière de la regarder, comme s'il ne s'attendait pas à une autre réponse, mais l'appréciait tout de même. Alors nous commencerons lundi matin, à 8 heures. Je vous expliquerai les grandes lignes sur place. Claire se leva, les jambes un peu flageolantes, serra la main qu'il lui tendait et sortit du bureau. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle resta longtemps assise dans sa cuisine, silencieuse. Les enfants déjà couchés. Elle pensait à ce jardin qu'elle allait rénover, à ce patron qui avait vu plus qu'une employée fatiguée, à ces caméras qui, pour une fois, avaient enregistré autre chose qu'un manquement au règlement. Elles avaient capté le début d'un changement, un frémissement discret, presque imperceptible, dans le cours rigide de sa vie. Le lundi matin arriva avec une brume fine couvrant les jardins du manoir. Claire avait mis son réveil encore plus tôt que d'habitude, incapable de dormir réellement depuis 2 nuits. Elle avait passé son dimanche à tout vérifier. La tenue qu'elle allait porter, ses outils, ses chaussures de travail, jusqu'à ses ongles, qu'elle avait soigneusement brossés bien que couverts de dur labeur. Elle n'était pas nerveuse parce qu'elle allait travailler, mais parce qu'elle allait travailler aux côtés du propriétaire de la maison, un homme qui, quelques jours auparavant, était encore une figure distante. Aujourd'hui, ce même homme lui avait confié une mission directe, sans passer par aucun intermédiaire. Elle se demandait encore pourquoi lui avoir proposé cela à elle. Il y avait certainement d'autres personnes mieux qualifiées, plus expérimentées. Mais il l'avait choisie, et elle ne pouvait pas se permettre de refuser. À 8 heures précises, elle se présenta devant le portail latéral du jardin sud, comme convenu. Étienne était déjà là. Il portait une chemise claire, les manches retroussées, sans cravate, avec des chaussures pratiques et une tablette électronique sous le bras. Il leva les yeux et la salua d'un simple mouvement de tête. « Claire, bonjour. Merci d'être ponctuelle. » Elle répondit d'un signe respectueux, un peu surprise de son ton égal, sans formalité excessive, mais sans familiarité non plus. Il ouvrit un plan sur la tablette qu'il lui tendit sans détour. Voici le tracé du projet. Il ne s'agit pas d'une rénovation décorative. C'est un réaménagement complet. J'ai besoin de créer un espace utile mais discret, presque invisible depuis la maison principale. Un endroit où je pourrais travailler dehors sans être dérangé, ni vu. J'ai pensé à un jardin dissimulé derrière la haie, avec quelques chemins, des plantes robustes mais peu exigeantes. Claire observa le plan, concentrée. Elle identifia rapidement les zones concernées et les contraintes du terrain. Elle hocha la tête. Ça demandera beaucoup de travail manuel. Les accès sont étroits pour une machine, dit-elle. C'est pour cela que je vous ai choisi. Vous avez l'œil pratique. Il lui montra l'endroit exact où il souhaitait qu'elle commence, puis s'éloigna pour répondre à un appel. Elle se mit immédiatement au travail. Les outils avaient été préparés en avance. Tout était là. Brouette, pelle, gants, sac pour déchets verts. Claire commença à dégager les arbustes secs, à tracer mentalement les premières lignes du futur sentier. Les gestes, elle les connaissait par cœur. Ce qui était nouveau, c'était l'environnement. Travailler dehors dans un projet concret, créatif, loin des tâches ingrates du nettoyage quotidien, cela lui redonnait une forme d'énergie qu'elle pensait perdue. Étienne revint après une vingtaine de minutes. Il ne donna pas d'ordre, mais s'intéressa au rythme, au choix de Claire, à sa manière d'organiser l'espace. Il lui posa quelques questions, l'écouta attentivement, laissa même quelques suggestions de côté après l'avoir entendu justifier ses préférences. Il ne s'imposait pas. Il collaborait. Les jours suivants suivirent ce même rythme. Claire arrivait tôt, préparait le terrain, nettoyait, plantait, dessinait des lignes au sol. Étienne passait quelques heures chaque matin avec elle, discutait, aidait même parfois à porter les sacs de terre ou à déplacer un banc rouillé qu'ils avaient décidé de restaurer. Ils ne parlaient presque jamais de leur vie personnelle, du moins pas au début. Les conversations restaient autour du projet, des matériaux, des choix de plantes, de la résistance au gel, de l'exposition au soleil. Mais au bout d'une semaine, quelque chose changea subtilement. Entre 2 trajets de brouette, Étienne fit un commentaire sur les camélias, évoquant un souvenir de son enfance. Claire répondit en racontant comment son fils cadet, Louis, avait confondu un rosier avec une salade et l'avait arraché en riant. Ils rirent tous les deux, sans gêne. Ce fut le premier éclat de rire partagé. Par la suite, les digues se fissurèrent peu à peu. Claire évoqua les difficultés des matins d'hiver, quand elle devait réveiller ses fils, alors qu'elle-même n'avait dormi que quelques heures. Étienne, de son côté, parla de la pression des investisseurs,
de la solitude des décisions nocturnes, des heures passées dans des hôtels impersonnels. Ce n'étaient pas des confessions profondes, mais des vérités simples, lancées sans calcul, presque comme des cailloux jetés dans un lac. L'autre les écoutait sans les repousser, sans s'en servir. Un matin, alors qu'ils observaient le tracé final d'un petit sentier en gravier, Étienne s'interrompit. « Vos enfants, ils ont quel âge ?» Claire répondit sans hésitation. Elle parlait de ses fils avec aisance, sans chercher à cacher la fatigue ni l'amour qu'il lui inspirait. Étienne l'écoutait avec attention, posant des questions sur leurs écoles, leurs loisirs, leur tempérament. « Et le père ?» demanda-t-il ensuite, presque sans y penser. Claire s'immobilisa, les mains encore pleines de terre. Elle hésita. Le nom qu'elle allait prononcer portait un poids qu'elle aurait préféré garder loin de cet endroit. « Mathieu Roussel », dit-elle simplement. Elle n'ajouta rien, mais cela suffit. Étienne releva la tête d'un coup. Il connaissait ce nom. Trop bien. Il l'avait vu sur des documents juridiques, dans des rapports d'enquête. Mathieu Roussel avait tenté de lui vendre, il y a des années, un système de sécurité falsifié, une tentative de fraude habile qui avait failli lui coûter des centaines de milliers d'euros. Il avait fait l'objet d'une procédure judiciaire, puis avait disparu du monde des affaires. Claire vit immédiatement le changement dans son expression. « Vous le connaissez ?» demanda-t-elle. Étienne resta silencieux un instant. « Il a tenté de me tromper il y a 6 ans. J'ai porté plainte. » Claire baissa les yeux. « Je n'ai plus aucun lien avec lui. Il m'a laissé seul avec 2 enfants et des dettes. J'ai tiré un trait. Vous pouvez vérifier si vous voulez. » Sa voix était calme, mais ferme. Elle n'était pas coupable. Elle savait ce qu'elle valait. Elle n'avait pas honte. Étienne la regarda longuement, puis hocha la tête. « Je vous crois. » Il ne dit rien d'autre. Ils reprirent le travail, mais le silence qui s'installa n'était pas hostile. Il était dense, rempli d'une reconnaissance muette. Ce jour-là, chacun comprit que l'autre portait des cicatrices invisibles. Et même s'ils n'étaient pas prêts à tout dévoiler, il existait désormais entre eux une ligne directe, faite de confiance et d'une forme étrange de respect. Mais ce que Claire ne pouvait pas savoir, c'était que ce même jour, dans un bureau discret de Lyon, un homme commençait à fouiller son passé. Et cette recherche n'avait rien d'innocent. Depuis la conversation sur le nom de son ex-mari, quelque chose avait changé. Étienne n'avait rien dit de plus, mais Claire avait vu dans son regard un mouvement subtil, une tension nouvelle qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle aurait préféré ne jamais mentionner ce nom. Elle l'avait fait par sincérité, par réflexe d'honnêteté, comme on jette un objet brûlant trop longtemps gardé en main. Maintenant, elle craignait qu'il revienne lui brûler la peau. Mais les jours suivants se déroulèrent, comme les précédents. Le jardin prenait forme. Le tracé des sentiers était terminé, les massifs avaient été installés avec précision et les premiers bancs restaurés trônaient désormais sous l'ombre naturelle des arbres les plus anciens. Claire et Étienne travaillaient toujours ensemble, mais avec une distance plus maîtrisée. Il n'était pas froid ni désagréable, mais il semblait plus attentif, comme s'il observait au-delà des mots, scrutant les gestes, les silences, les hésitations. Claire, elle, se concentrait davantage sur les tâches concrètes, réduisant les bavardages, mesurant chaque parole. Un matin, alors qu'elle arrivait au manoir, elle remarqua un détail inhabituel. 2 hommes en costume sombre étaient sortis du bureau administratif en parlant à voix basse avec la gouvernante. Elle n'en reconnut aucun. Ils avaient une allure qui tranchait avec celle des fournisseurs ou des visiteurs habituels. Ils prirent la direction opposée au jardin, mais Claire sentit leur regard glisser sur elle au passage. Un regard neutre, professionnel. Trop professionnel. Elle tenta de chasser cette impression. Mais plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait les outils, elle surprit une conversation au téléphone de la gouvernante. Elle n'entendit que quelques mots « ancien dossier »,« femme de ménage »,« vérification d'antécédents »,« nom lié à Roussel ». Elle ne savait pas si cela la concernait, mais une boule glacée se forma dans son estomac. De retour chez elle ce soir-là, Claire ressortit une boîte qu'elle gardait cachée au fond de son placard. À l'intérieur, des documents, jugements, relevés de dettes, lettres d'avocat, et surtout les papiers du procès de Mathieu Roussel. Elle les relut une fois encore, comme elle l'avait fait 1000 fois, à chaque fois qu'elle doutait d'elle-même. Elle y chercha ce qu'elle savait déjà. Nulle part, son nom n'apparaissait en tant que complice ou bénéficiaire. Elle avait été interrogée, bien sûr, comme épouse.
mais jamais mise en cause. La procédure l'avait meurtrie, isolée, ruinée, mais jamais salie juridiquement. Pourtant, elle savait que dans l'opinion des gens, être l'ex-femme de suffisait pour porter une tache invisible sur le front. Le lendemain, Étienne arriva au jardin en silence. Il semblait soucieux. Il s'arrêta près d'elle, la regarda un long moment, puis lui tendit un document plié. « Quelqu'un m'a envoyé ceci anonymement. » Claire déplia la feuille. Elle reconnut immédiatement le logo de l'entreprise qu'avait monté Mathieu. Les chiffres du projet frauduleux, les signatures falsifiées, les extraits du jugement. Mais ce qui la fit pâlir, c'était de voir son propre nom souligné dans un coin du rapport, accompagné d'un post-it griffonné. Elle savait. Ses mains tremblaient. Elle leva les yeux vers Étienne. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais participé à ça. Il utilisait mon nom pour faire passer des documents, mais je n'ai jamais signé quoi que ce soit. J'ai témoigné. J'ai tout dit aux autorités. » Il ne répondit pas immédiatement. Il lui prit le papier des mains, le plia calmement et le rangea dans sa poche. « Je sais. J'ai déjà vérifié, » dit-il enfin. Claire recula légèrement. « Vous m'avez fait suivre ? » ?»« Non. Mais après notre conversation, j'ai rouvert le dossier. J'ai mes raisons. Vous pensez que je mens ? Non. Mais dans mon monde, je vérifie tout, et je voulais comprendre ce que vous aviez traversé. » Claire sentit un mélange de colère, de honte et de fatigue l'envahir. « Vous avez fouillé dans ma vie sans me le dire. J'ai protégé la mienne pendant 20 ans. Je fais la même chose avec ceux qui m'entourent. Ce n'est pas contre vous. C'est une manière d'agir, professionnelle et humaine. Vous vous demandez si ça, c'est humain ?» Ils se toisèrent en silence. Puis Étienne s'écarta, regardant le jardin en silence. « Ce que vous avez traversé, ce que vous avez dû gérer seul, je n'avais aucune idée. » Claire serra les mâchoires. « Non, parce que vous regardez, mais vous ne voyez que ce que vous choisissez de voir. Je vous ai vu dans ce couloir, endormi, exténué. Je vous ai regardé sans savoir qui vous étiez, et pourtant j'ai décidé que ce n'était pas une faute. J'ai vu une femme à bout, pas une suspecte. Et maintenant je vois la même femme, mais je sais ce qu'elle a sur les épaules. » Claire détourna le regard. Elle ne voulait pas qu'il ait pitié, ni qu'il s'érige en juge. « Alors pourquoi m'avoir convoqué ? Pourquoi m'avoir laissé travailler ici, si vous aviez des doutes ? Parce que malgré ce que je sais, vous êtes la seule ici à qui je peux confier un projet sans avoir à répéter 2 fois les choses. » Le silence reprit place entre eux. Dense, chargé. Étienne s'éloigna un peu puis revint vers elle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Claire. » Elle secoua la tête. « Ne dites pas ça. Je suis une femme comme tant d'autres. Fatiguée, pratique, prudente. Ce qui vous surprend, c'est que je sois capable malgré tout. Mais ça, c'est votre problème, pas le mien. » Il esquissa un sourire bref, presque triste. Touché. Ils reprirent le travail sans mot dire. Le reste de la journée se passa dans une tension maîtrisée, faite de gestes mécaniques et de regards évités. Mais à la fin de l'après-midi, alors que Claire se lavait les mains à la pompe près de l'atelier, elle entendit Étienne derrière elle. « Je ne m'excuserai pas d'avoir vérifié, mais je reconnais que je ne vous ai pas demandé la vérité. Je l'ai cherchée ailleurs. » Elle ne répondit pas. Il s'approcha un peu plus. « Vous avez tout mon respect, Claire, même si ça ne change rien pour vous. » Elle releva les yeux, cette fois sans crainte. « Peut-être que si, un peu. » Et ce fut tout. Pas de grand pardon, pas de réconciliation spectaculaire. Juste un pas, petit mais réel, dans une relation qui ne cessait de se réinventer à chaque échange. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au sein même du personnel, d'autres commençaient à remarquer ces mouvements discrets. Et tous n'étaient pas prêts à laisser cette proximité se développer en silence. L'été avançait doucement, et les premiers signes de chaleur s'installaient sur les pelouses parfaitement taillées du manoir marchand. Le jardin sud, que Claire et Étienne avaient modelé avec patience au fil des semaines, n'avait plus rien à voir avec l'espace brouillon qu'elle avait découvert lors de son premier jour de mission. Les haies avaient été taillées selon des lignes harmonieuses. Les allées tracées avec précision, les bancs restaurés offraient maintenant des points de repos sous l'ombre généreuse de vieux chênes. Les fleurs commençaient à éclore, et les premières abeilles tournaient autour des lavandes fraîchement plantées. Le jardin ne respirait pas seulement la beauté, mais une forme d'équilibre difficile à atteindre, discret, élégant et profondément humain dans sa conception. Claire travaillait souvent en silence, concentrée sur ses gestes,
sur l'organisation du terrain, sur le soin à apporter à chaque détail. Mais elle n'était plus seule dans cette tâche. Étienne, fidèle à ses habitudes matinales, venait régulièrement la rejoindre, parfois pour participer physiquement, souvent juste pour parler. Les échanges étaient devenus plus fluides, moins pesés, moins stratégiques. Ils parlèrent du travail, bien sûr, mais aussi de la pluie, de la politique locale, des livres, de la musique, des enfants. Étienne découvrait en Claire une intelligence vive, une capacité à l'analyse qui contrastait avec l'image qu'on lui renvoyait en tant que simple femme de ménage. Claire, de son côté, s'étonnait encore de la simplicité avec laquelle cet homme, réputé inaccessible, discutait des choses banales avec elle, comme si les titres et les comptes bancaires n'avaient plus d'importance dans ce recoin du jardin. Un jour, alors qu'ils travaillaient côte à côte à replacer des bordures, Claire évoqua une anecdote à propos de ses fils. Un concours de poésie auquel le plus jeune avait participé sans l'avouer à sa mère et qui s'était terminé par une 3e place. Elle avait découvert le diplôme au fond de son sac d'école, entre 2 bouts de pain et un cahier déchiré. Étienne l'avait écouté en silence, puis avait souri. « Tu ne lui as rien dit ?»« Non. Il aurait eu honte. Il n'aime pas qu'on le félicite. Il préfère faire semblant que tout ça n'a pas d'importance. Tu lui ressembles. » Claire releva la tête. « Pourquoi tu dis ça ? Parce que toi non plus. Tu n'aimes pas qu'on te voie. Et pourtant, tu fais beaucoup. » Le tutoiement s'était glissé sans que ni l'un ni l'autre ne le remarque. Claire ne réagit pas, mais elle sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Elle détourna les yeux, continua à placer les pierres sans répondre. Étienne, lui, ne poursuivit pas non plus sur ce terrain. Les jours suivants, la proximité entre eux se fit encore plus naturelle. Ils déjeunaient parfois sur place, partageant un sandwich sous un arbre, assis sur un banc encore un peu instable. Ce n'était rien d'extraordinaire. Pas de promesses, pas d'échanges intimes, pas de gestes déplacés, juste 2 adultes, fatigués par des vies lourdes, trouvant dans ces pauses une forme d'apaisement inattendu. Un après-midi, alors qu'ils terminaient la pause d'un treillage pour les plantes grimpantes, Étienne proposa d'organiser un petit dîner de fin de chantier. Rien d'officiel, précisa-t-il. Juste un moment tranquille pour marquer la fin du projet. Claire hésita. Ce genre d'invitation pouvait être mal vu. Elle ne voulait pas donner l'impression de chercher des faveurs, ni devenir la cible de rumeurs. Elle exprima ses doutes clairement. « Tu sais que si quelqu'un apprend ça, ce sera mal interprété. »« Je sais. C'est pour ça que ce n'est pas une invitation publique. C'est juste un dîner dans le jardin qu'on a construit ensemble. Rien de plus. Rien de plus. Rien de moins non plus. » Elle accepta. Par curiosité peut-être. Par besoin de sortir de sa routine sans doute. Ou simplement parce qu'elle en avait envie, sans vouloir trop se l'avouer. Le soir venu, elle revint au manoir, vêtue sobrement. Une robe d'été qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient attachés simplement, mais elle avait pris soin de se présenter propre, soignée, droite. Étienne l'attendait près de la tonnelle. Une table avait été dressée, modeste, avec des plats simples qu'il avait fait venir en toute discrétion. Il n'y avait pas de musique, pas de décorations inutiles. Juste le bruit du vent dans les feuillages et le parfum doux des plantes que Claire avait plantées elle-même. Ils mangèrent lentement, parlant peu au début, mais le silence n'était pas pesant. Il était fait de respect, de calme. Puis les mots revinrent, naturellement. Ils parlèrent du projet terminé, de ce qui restait à faire dans d'autres coins du domaine, des prochaines vacances scolaires des enfants. Étienne évoqua pour la première fois un souvenir de jeunesse, une mère distante, un père absent, un internat dès l'âge de 8 ans. Claire écoutait sans commenter, mais elle sentait que chaque phrase qu'il lui confiait était comme une pièce de puzzle qu'il osait enfin poser sur la table. À la fin du dîner, alors qu'ils rangèrent les couverts, Claire se sentit apaisée, presque légère. Elle n'avait pas ri comme cela depuis des mois. Elle n'avait pas été vue comme une femme depuis encore plus longtemps. Elle s'apprêtait à remercier Étienne et à partir lorsque la gouvernante apparut, surgit de nulle part. Elle resta à distance, mais son regard était clair, dur, glacial. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait pas besoin. Le message était évident. Claire comprit aussitôt que le moment avait été observé, que ce qu'il pensait être un dîner discret avait été perçu, interprété, probablement déjà commenté. Elle regarda Étienne. Il avait vu la même chose, mais il ne dit rien. Il lui ouvrit simplement le portail du jardin pour qu'elle puisse s'en aller sans croiser d'autres regards.
En rentrant chez elle, Claire sentit son cœur battre trop fort. Elle ne regrettait rien, mais elle savait que le prix de ce moment viendrait tôt ou tard. Dans des mots murmurés, des attitudes hostiles, des exclusions silencieuses. Elle en avait vu d'autres. Mais cette fois, ce ne serait pas seulement elle qui en paierait le prix. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que dès le lendemain matin, les premiers murmures commenceraient à se répandre entre les murs du manoir, et que parmi ceux qui écoutaient, certains auraient tout intérêt à les amplifier. Le lendemain du dîner dans le jardin, l'air dans les couloirs du manoir avait changé de texture. Les regards fuyants, les salutations plus courtes, les silences prolongés disaient ce que les mots ne prononçaient pas encore à haute voix. Claire le sentit dès qu'elle franchit la grille. Les employés qu'elle saluait chaque matin lui répondirent du bout des lèvres, sans chaleur. Dans la cuisine du personnel, là où autrefois régnaient les discussions banales sur les menus, les horaires et les enfants, elle sentit les conversations s'arrêter dès qu'elle entrait. Elle n'était plus Claire, la discrète, la travailleuse, celle qui ne faisait pas de vagues. Elle était devenue une rumeur. Il n'avait suffi que d'un dîner. La gouvernante, fidèle à sa posture droite et à ses mots mesurés, n'avait rien dit de concret. Mais il était clair qu'elle n'avait pas apprécié le rapprochement entre Claire et Étienne. Elle ne le montrait pas frontalement, mais ses décisions récentes parlaient pour elle. Claire fut soudain déplacée sur des tâches de moindre importance. Elle fut exclue de certaines réunions de coordination concernant le jardin. Les outils qu'elle utilisait quotidiennement furent transférés sans explication dans un autre cabanon. Lorsqu'elle demanda des précisions, on lui répondit sèchement que le projet du jardin était désormais en phase de clôture et qu'elle devait se rendre utile ailleurs. Elle aurait pu se défendre, demander audience à Étienne, protester, faire valoir le contrat verbal et les engagements pris. Mais elle connaissait trop bien les règles non écrites de ces lieux. L'apparence prime. Les silences sont des verdicts, et surtout, une femme comme elle n'a pas le luxe de faire scandale sans en payer le prix. Étienne, lui, semblait s'être absenté. Elle ne le vit ni ce jour-là, ni le suivant. On lui dit qu'il était en réunion extérieure, qu'il préparait un voyage. Peut-être était-ce vrai, ou peut-être qu'il prenait ses distances. Claire se mordit les lèvres en silence. Elle savait qu'elle avait accepté ce dîner en connaissance de cause, mais elle n'avait pas anticipé l'ampleur de la réaction que cela provoquerait. Ce n'était pas une faute professionnelle. C'était un geste humain, partagé entre deux adultes. Mais dans l'univers codifié du manoir, cela devenait suspect. 3 jours plus tard, l'annonce tomba. Claire fut convoquée par la gouvernante en fin de journée. Elle entra dans le bureau, le cœur battant, les mains froides. La gouvernante lui tendit une lettre imprimée, sans même l'inviter à s'asseoir. « Vous êtes mise en congé temporaire, avec effet immédiat. Ce n'est pas une sanction. Il s'agit d'une mesure administrative afin d'éviter des tensions internes. » Claire lut la lettre. Pas de motif clair, pas de faute mentionnée. Juste des formules creuses, des paragraphes vagues. Tout était écrit avec une telle prudence que cela en devenait absurde. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix posée mais ferme. « Ce n'est pas une question de bien ou de mal, » répondit la gouvernante sans émotion. « C'est une question d'harmonie au sein de l'équipe. Ce que vous appelez harmonie, c'est juste du commérage. Vous sanctionnez une femme parce qu'elle a partagé un dîner avec son employeur dans un cadre privé, sans que rien d'inapproprié ne se passe. Ce manoir ne fonctionne pas sur les impressions personnelles, Claire. Il fonctionne sur la discrétion et l'équilibre. Vous avez rompu cette ligne. » Claire comprit qu'aucun mot ne changerait la décision. Elle prit la lettre, la plia avec soin, remercia par politesse et quitta la pièce. Elle ne pleura pas sur le moment. Mais dans le bus qui la ramenait chez elle, entre 2 arrêts bondés, elle sentit l'amertume lui brûler la gorge. Elle n'avait pas seulement perdu un poste, elle avait été rejetée pour avoir existé en dehors de son rôle, pour avoir été vue autrement qu'à travers un balai ou une serpillière. À la maison, ses enfants remarquèrent son silence inhabituel. Louis vint s'asseoir près d'elle, posa sa tête contre son bras, sans poser de questions. Elle caressa ses cheveux sans un mot. Elle n'avait pas encore la force d'expliquer. Le lendemain matin, elle ne se rendit pas au manoir. Elle nettoya l'appartement de fond en comble, vidant les placards, réorganisant les affaires des enfants, lavant les rideaux. Elle évitait de penser. Elle faisait mécaniquement. Puis, vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à jeter un vieux journal dans le bac de recyclage, elle trouva un petit objet glissé sous la porte. Un simple pli brun, sans nom, sans timbre. Elle l'ouvrit.
À l'intérieur, un ensemble de documents, des copies de l'ancienne procédure judiciaire de Mathieu Roussel. Mais cette fois, un détail la fit vaciller. Son propre nom apparaissait dans un tableau, au milieu d'une liste de bénéficiaires présumés de contrat. Elle savait que ce document était faux. Elle n'avait jamais signé ces papiers. Elle avait déjà vu une version similaire, falsifiée. Mais ce qui l'inquiéta, c'est qu'il s'agissait là d'un nouveau tirage, modifié, prêt à être utilisé comme pièce à conviction. Et le plus troublant, c'était une annotation manuscrite dans un coin. Il est temps de montrer qui elle est vraiment. Claire sentit un vertige. Qui avait intérêt à l'atteindre? Pourquoi maintenant? Étienne? Non. Il avait vu les dossiers originaux. Il savait qu'elle était innocente. Mais alors qui? La gouvernante? Un autre membre du personnel? Quelqu'un extérieur? Elle ne pouvait pas le dire. Elle ne savait qu'une chose, cette attaque n'était pas un hasard. Elle était ciblée. Et elle venait au moment où elle avait commencé à exister autrement qu'à travers la poussière qu'elle effaçait chaque jour. Sans attendre, elle prit les documents, les glissa dans une pochette rigide, enfila son manteau et partit en direction du manoir. Elle n'avait pas rendez-vous. Elle n'avait pas été convoquée. Mais elle allait affronter celui qui, elle en était convaincue, était le seul capable de répondre à ce mystère, Étienne Marchand. Elle arriva à la grille, se présenta au gardien. Celui-ci hésita, l'informa que M. Marchand était en réunion. Elle insista. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle fixa simplement l'homme en face avec une détermination telle qu'il céda. 10 minutes plus tard, elle entra dans le bureau d'Étienne. Il leva les yeux de ses dossiers, surpris. Claire ne dit rien. Elle jeta les papiers sur son bureau. « C'est ce qu'on a glissé sous ma porte ce matin », dit-elle. Étienne prit les documents, les lut rapidement, fronça les sourcils. « Ces copies sont modifiées, on veut vous salir. Et vous êtes le seul qui ait eu accès à tout ça récemment. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas moi. »« Alors qui ? Parce que c'est vous qui avez rouvert le dossier. C'est vous qui avez fait ressortir mon nom dans ce manoir. Avant ça, personne ne savait. » Étienne se leva lentement. « Je vais le découvrir. J'espère. Parce que si vous ne le faites pas, moi je le ferai. Et je ne me tairai plus. » Pour la première fois depuis le début de leur collaboration, Claire ne craignait plus de le regarder comme un égal. Elle avait été humiliée, rejetée, menacée. Elle n'avait plus rien à perdre. Et cette fois, elle n'attendrait pas qu'on la protège. Après sa confrontation directe avec Étienne, Claire quitta son bureau sans attendre de réponse. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'avait plus peur. Pas de lui, pas des autres, pas même de ce passé qui revenait frapper à sa porte sans prévenir. Dans le bus du retour, son regard était fixe, tourné vers un point flou au-delà des vitres. Ce n'était pas la colère qui l'animait, mais une lucidité glaciale. Elle avait accepté trop de silence, trop d'effacement. Elle avait voulu survivre discrètement, mais on l'avait poussée hors de l'ombre. À présent, elle allait parler. Le soir même, après avoir couché ses fils, elle installa son ordinateur sur la petite table de la cuisine, ouvrit les dossiers qu'elle gardait précieusement sur un disque externe et commença à tout relire. Les documents de la procédure contre Mathieu, les lettres d'avocat, les relevés de compte, les témoignages, les échanges de mails qu'elle avait imprimés à l'époque où elle cherchait à se défendre seule. Elle relisait tout, mot par mot, non pour revivre, mais pour se préparer. Elle trouva ce qu'elle cherchait, une série de courriels envoyés par Mathieu depuis une adresse cryptée où il utilisait son nom pour faire passer des devis frauduleux à des clients naïfs. À l'époque, elle avait tenté de faire comprendre aux enquêteurs qu'elle n'était qu'un paravent utilisé à son insu, mais elle n'avait pas eu les moyens d'engager un avocat digne de ce nom. Finalement, elle avait été blanchie, mais jamais réhabilitée. Personne n'avait lavé son nom publiquement. Elle avait juste disparu, recommencé ailleurs. Et elle s'était tue. Aujourd'hui, elle comprenait que se taire ne suffisait pas, car ce silence avait permis à d'autres de parler à sa place. Il lui fallait reprendre la parole, et pour cela, elle devait faire face à la source même du problème. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qu'elle s'était interdit pendant des années. Elle composa le numéro de son ancien beau-frère, le seul membre de la famille Roussel qui avait gardé un contact lointain avec elle. Il décrocha après quelques tonalités. « Claire, j'ai besoin de te parler de ton frère. Je ne parle plus de lui. Moi non plus. Mais il me salit encore, même absent.
Quelqu'un utilise son dossier pour m'atteindre. Il faut que je sache où il est. » Il y eut un long silence au bout du fil. Puis la voix revint, plus basse. « On dit qu'il est à Marseille. Il aurait refait surface dans des affaires de sécurité privée. Pas sous son vrai nom, mais il est bien là. » Claire nota les détails. Elle remercia. Elle raccrocha. Et elle sut immédiatement ce qu'elle allait faire. Elle prit le train l'après-midi même. Elle ne prévint personne. Elle laissa les enfants chez une voisine de confiance, leur expliquant qu'elle avait un travail urgent à régler. Dans le compartiment, elle repassait son plan mentalement. Elle ne voulait pas confronter Mathieu par colère. Elle voulait une explication et une preuve. Arrivée à Marseille, elle suivit les indications reçues. Un petit immeuble dans un quartier périphérique. Une entreprise de cybersécurité de façade. À la réception, elle se présenta sous un faux prétexte. Un devis pour une installation. On la fit patienter. Puis un homme entra dans la salle. Le même regard rusé, le même sourire en coin. Mathieu. Il ne la reconnut pas immédiatement. Puis son sourire se figea. « Claire, je veux une seule chose, dit-elle. Que tu arrêtes. Que tu dises à ceux qui t'utilisent que je n'ai jamais été ta complice. Que tu signes une déclaration en ce sens. Et que tu me laisses vivre. Qui t'attaque? Quelqu'un qui a accès à ton ancien dossier. Quelqu'un qui veut me nuire en ravivant tes saletés. » Mathieu la fixa. Puis il se leva, ferma la porte et revint s'asseoir. « Je ne sais pas qui t'envoie ces trucs, mais ce n'est pas moi. Je n'ai rien à gagner à salir ton nom, au contraire. » Pourquoi au contraire? Parce que t'être éloigné de moi t'a protégé. Et si on t'attaque à nouveau, c'est que quelqu'un a peur que tu parles, ou que tu sois vu autrement. Claire sentit la colère monter. « Tu me traites encore comme un pion. Je t'ai utilisé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si ton nom est de nouveau sur la table, c'est peut-être que tu es entré dans une sphère où on ne tolère pas les histoires sales. Tu parles d'Étienne Marchand. Je parle de son entourage, des gens qui ne veulent pas qu'il s'attache à une femme comme toi. » Claire se redressa. « Tu vas m'écrire cette déclaration, et tu vas me la signer. Parce que si je tombe à cause de toi, je t'entraîne avec moi. Et cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » Mathieu la fixa longuement, puis sortit un papier, écrivit quelques lignes, signa. Elle prit la feuille, la relut, puis la plia soigneusement. « Si je découvre que c'est toi, je reviendrai. Et cette fois, je ne viendrai pas seule. » Elle quitta le bureau sans se retourner. De retour à Lyon, elle alla directement au manoir. Elle demanda à voir Étienne. Il était là. Il la reçut immédiatement. Elle posa le document sur son bureau. « J'ai retrouvé Mathieu. Il a signé ça. Il dit que ce n'est pas lui qui a relancé les attaques. Il pense que cela vient de votre entourage. » Étienne lut, puis leva les yeux. « Je vais lancer une enquête interne, et je vais faire en sorte que cela cesse. » Claire le regarda fixement. « Vous devez choisir votre camp, Étienne, parce que moi j'ai déjà choisi le mien. Je ne courberai plus jamais les chines. » Il acquiesça. Puis, dans un souffle qu'elle entendit à peine, « Je suis désolé. » Mais elle ne répondit pas. Pas cette fois. Elle était venue pour remettre la vérité sur la table, pas pour entendre des regrets. Ce soir-là, chez elle, elle se sentit plus forte, pas invulnérable, mais debout. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus dans la défensive. Elle avait pris les devants, et désormais elle n'attendait plus d'être protégée. Elle se protégeait elle-même. La semaine suivante, le manoir semblait suspendu dans une atmosphère étrange. Ni calme, ni agitation, mais une sorte de retenue collective, comme si chaque geste, chaque parole, chaque déplacement dans les couloirs se faisait sous observation. Étienne n'avait pas repris ses habitudes matinales au jardin. Depuis la remise du document signé par Mathieu Roussel, il s'était enfermé dans ses bureaux, multipliant les réunions à huis clos, convoquant des responsables, sondant l'équipe en silence. Claire, elle, n'avait pas été rappelée officiellement. Mais elle continuait à venir. Elle travaillait seule, sans directive précise, poursuivant les finitions du jardin qu'elle avait aidé à dessiner. Il ne s'agissait plus d'une tâche assignée. C'était devenu une manière de tenir debout, d'exister malgré tout. Le personnel du manoir restait prudent. Certains l'évitaient ostensiblement. D'autres, moins nombreux, lui adressaient un salut furtif, parfois un mot de soutien, discret, comme une entorse tolérée à la discipline implicite. Claire se savait encore observée. Les regards de travers n'avaient pas disparu, mais elle avait cessé d'y réagir. Son énergie allait ailleurs. Vers ses enfants, d'abord, à qui elle avait commencé à expliquer que son travail allait peut-être changer.
et vers cette idée persistante qu'il fallait réécrire sa propre histoire avec ses mots, sans attendre qu'on la lui dicte. C'est dans cette tension muette qu'Étienne apparut un matin, dans le jardin, sans prévenir. Il portait un pull sombre, les traits tirés. Claire, qui était en train d'arroser une rangée de jeunes plantations, le vit approcher avec une certaine surprise, mais ne fit pas de mouvement pour aller à sa rencontre. Il marcha lentement jusqu'à elle, puis s'arrêta à quelques mètres. « Tu as continué, dit-il simplement. Je termine ce qu'on a commencé. » Il hocha la tête, s'approcha davantage. « J'ai fait le ménage, Claire. L'origine de la fuite vient de l'intérieur. Pas de Mathieu. Pas directement. Quelqu'un dans mon équipe a rouvert le dossier pour tenter de te nuire. Et tu l'as sanctionné. Il a été écarté. Mais ça ne règle pas tout. » Claire posa l'arrosoir, le regarda en face. « Non, ça ne règle pas tout. » Un silence lourd s'installa. Étienne avait l'air fatigué. Il ne portait pas son masque habituel de patron maître de son environnement. Il semblait ébranlé. « Je n'ai jamais voulu te blesser, reprit-il. J'ai agi comme je le fais toujours, en contrôlant tout. Mais je t'ai mise en danger, et je me rends compte aujourd'hui que j'ai peur de ce que je ressens quand je suis près de toi. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle ne s'attendait pas à cette franchise. « Ce n'est pas une déclaration, » ajouta-t-il. « Je ne cherche pas à t'attendrir. Je ne suis pas bon avec les mots doux, mais je sais reconnaître ce qui compte. » Elle resta silencieuse, absorbant le poids de ses paroles. « J'ai pensé que si je te gardais à distance, je pourrais préserver ce qu'on avait construit. Mais ce n'est pas vrai, parce que la distance n'empêche pas le lien, et parce que je n'arrive plus à prétendre que tu n'existes pas dans ma vie. » Claire croisa les bras, se protégeant instinctivement. Elle ne savait pas si elle voulait entendre cela maintenant. Elle avait passé des semaines à se reconstruire seule, à se battre contre les murmures, les humiliations voilées, les doutes lancés comme des pierres. Et voilà qu'il revenait, non plus comme l'homme distant qu'elle avait connu au début, mais comme quelqu'un de vulnérable, presque désarmé. « Étienne, je ne veux pas de promesses, dit-elle enfin. Je ne veux pas de solution romantique à une situation complexe. J'ai 2 enfants. J'ai une vie difficile. Je n'ai pas le luxe de tout recommencer chaque fois que quelqu'un décide de se rapprocher de moi. Je ne te demande pas de recommencer. Je te demande si tu accepterais de continuer. Avec moi. D'une manière qui nous appartient. » Elle détourna les yeux, cherchant ses mots. Elle ne voulait pas répondre sous le coup de l'émotion. Elle avait appris à se méfier des élans, des moments d'intensité qui finissent par se dissoudre dans les habitudes, les silences, les renoncements. « Je suis fatigué, Étienne. Fatigué de lutter pour être accepté dans un monde qui ne me laisse jamais vraiment entrer. Même quand je fais tout bien, même quand je me tais, même quand je donne plus que ce que j'ai. Ce que je ressens pour toi, je ne sais pas encore. Mais je sais que j'ai peur. » Il s'approcha un peu plus. « Moi aussi, mais j'ai envie de dépasser cette peur. » Claire le regarda. Il ne lui tendait pas la main. Il ne cherchait pas à l'embrasser. Il ne la couvrait pas de mots creux. Il lui proposait simplement une vérité nue, la sienne. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se retourna, reprit l'arrosoir, recommença à verser l'eau lentement sur les racines. Étienne resta là, silencieux, respectant son rythme. Ce n'était pas un refus, ce n'était pas une acceptation. C'était un espace qu'elle se donnait pour réfléchir. Ce soir-là, à la maison, Claire trouva une lettre posée sur la table. Une feuille blanche, avec une écriture d'enfant, maladroite. C'était Louis. Il avait trouvé l'adresse d'Étienne dans un carnet que Claire avait oublié de ranger. Il lui avait écrit, sans le dire à sa mère, une simple phrase. « Merci d'avoir aidé ma maman au travail. Est-ce que vous voulez venir dîner avec nous un soir ?» Claire resta longtemps à regarder cette lettre. Une émotion lente lui serrait la poitrine. Ce n'était pas une réponse venue d'un homme. C'était celle d'un enfant qui avait vu ce que sa mère refusait de s'avouer. Qu'elle n'était plus seule. Que quelqu'un quelque part s'était arrêté pour la regarder vraiment. Et peut-être que cette fois ce serait différent. Non pas parce que le monde allait changer, mais parce qu'elle n'allait plus se contenter d'y passer inaperçue. Étienne reçut la lettre un jeudi matin, glissée dans une enveloppe sans timbre, déposée par erreur sur son bureau par son assistante qui pensait qu'il s'agissait de correspondance administrative. Elle l'avait trouvée parmi des papiers destinés à la comptabilité et, sans y prêter attention, l'avait laissée là. Étienne, en pleine revue de contrat, faillit la jeter sans l'ouvrir, mais l'écriture irrégulière sur l'enveloppe attira son attention.
Ce n'était pas une écriture adulte. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille blanche, pliée en 4, une écriture enfantine, tremblante, en lettres majuscules. « Merci d'avoir aidé ma maman au travail. Est-ce que vous voulez venir dîner avec nous un soir? Louis. » Pas de formule de politesse, pas d'adresse, pas de signature supplémentaire. Juste cette phrase simple, directe, qui coupa l'élan de ses pensées mécaniques. Étienne relut la lettre plusieurs fois. Il ne sourit pas immédiatement. Ce n'était pas attendrissant, c'était bouleversant. Il connaissait l'existence des fils de Claire, bien sûr. Elle en avait parlé avec pudeur, par fragments. Mais il ne s'était jamais représenté leur quotidien avec autant de netteté qu'en lisant cette phrase. Louis, un prénom. Un enfant qui observait, comprenait et osait tendre la main. Ce n'était pas une manœuvre, ce n'était pas une stratégie. C'était un acte pur, un acte que personne n'avait jamais adressé à Étienne sans rien attendre en retour. Il resta longtemps à fixer la feuille, puis, sans prévenir personne, il quitta son bureau. Il marcha dans les couloirs, descendit par la sortie de service, prit sa voiture et roula en direction de la banlieue où vivait Claire. Il connaissait vaguement l'adresse. Il l'avait vue dans les dossiers du personnel, une fois, sans y accorder d'importance. Cette fois, il s'y rendait avec la conscience exacte de ce que cela représentait. Claire, chez elle, ne s'attendait pas à cette visite. Elle venait de terminer de plier le linge des enfants et préparer le repas du soir quand on frappa à la porte. En l'ouvrant, elle resta figée. Étienne se tenait là, dans un manteau gris foncé, un sac de papier à la main. Il semblait hésitant, presque gêné. « J'ai reçu une lettre », dit-il simplement. Elle comprit aussitôt. Elle ouvrit un peu plus la porte, le regarda sans parler. « Je ne savais pas », continua-t-il. « Je pense qu'il ne t'a rien dit. »« Non, il ne m'a rien dit. Ce n'est pas une visite officielle, Claire. Je ne suis pas venu pour faire bonne figure. Je suis venu parce que je veux comprendre à quoi ressemble ta vie, pas celle qu'on suppose dans les couloirs d'un manoir. La vraie. » Elle recula d'un pas, le laissa entrer. L'appartement était modeste, propre, soigné. Quelques jouets traînaient dans un coin. Les murs étaient couverts de dessins, de photos, d'horaires imprimés à la hâte. Étienne posa le sac sur la table, observa autour de lui. Il n'y avait rien de remarquable, et pourtant tout y avait une âme. Louis arriva dans le salon, vit Étienne et s'arrêta net. « C'est toi qui m'as écrit ?» demanda Étienne doucement. L'enfant hocha la tête, les yeux grands ouverts. « Merci. » Claire les observa tous les deux, encore un peu tendus. Elle ne savait pas comment cette soirée allait se dérouler, ni ce qu'elle en attendait. Mais elle savait déjà que quelque chose avait basculé. Le simple fait qu'il soit là dans ce décor sans artifice en disait plus que n'importe quelle déclaration. Ils dînèrent simplement. Des pâtes, un peu de salade, du pain frais. Étienne participa, aida à mettre la table, posa des questions aux enfants sans chercher à séduire. Il ne jouait pas un rôle. Il était attentif, présent. Claire, au début, garda une certaine réserve. Mais à mesure que les minutes passaient, elle se détendit. Ils parlèrent d'école, de dessins animés, de jeux de société. Le fils aîné, plus réservé que Louis, observait Étienne avec un mélange de méfiance et de curiosité. Il ne parla pas beaucoup mais répondit poliment. Claire ne força rien. Elle laissa les choses se faire à leur rythme. Après le dîner, Louis proposa de montrer à Étienne son dessin préféré, celui qu'il avait accroché dans sa chambre. Claire intervint, un peu gênée. « Ce n'est pas nécessaire. »« Je veux bien le voir », répondit Étienne. Ils disparurent quelques instants. Claire resta seule dans la cuisine, ramassant les assiettes, un peu désorientée par la normalité soudaine de cette soirée. Ce n'était pas un événement exceptionnel, c'était un dîner banal. Et pourtant, c'était la première fois qu'elle laissait un homme entrer dans son monde depuis des années. Pas un voisin, pas un fonctionnaire, pas un fournisseur, un homme qui la regardait autrement. Quand Étienne revint, il ne dit rien. Il s'assit simplement sur le canapé, le regard ailleurs. Claire le rejoignit, essuya ses mains sur un torchon, s'assit à l'autre bout. « Tu sais que ça change tout ?» demanda-t-elle. « Oui, et je ne veux pas que tu changes quoi que ce soit pour moi. Alors pourquoi es-tu venu ?» Il la regarda. « Parce que je ne veux pas que tu sois une parenthèse dans ma vie. » Elle sentit son cœur se serrer. Il ne parlait pas avec passion. Il parlait avec certitude. « Tu sais que ce ne sera pas simple, Étienne. Rien dans ma vie ne l'a jamais été. » Ils restèrent en silence. Pas besoin de parler plus. Elle se leva, alla chercher une petite boîte dans un tiroir.
Elle en sortit un bracelet d'enfant, usé, avec des lettres en plastique, formant le prénom Louis. Il l'a fabriqué quand il avait 6 ans. Il a dit qu'un jour il le donnerait à quelqu'un qui aurait fait quelque chose de gentil pour moi. Elle posa le bracelet dans la main d'Étienne sans le regarder. Ce soir, il a décidé que c'était toi. Étienne ferma la main sur l'objet. Aucun mot ne vint. Il n'y en avait pas besoin. Il repartit 1 heure plus tard, sans promesse, sans plan, mais avec une conviction profonde. Il avait franchi une porte que peu avaient ouverte. Et désormais, il savait exactement ce qu'il était prêt à construire. Non pas sur le marbre lisse du manoir, mais sur le sol un peu irrégulier de ce petit appartement rempli de vie. Le jour suivant, la visite d'Étienne chez Claire fut différente de tous les autres. Pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'était passé, mais justement parce que tout avait semblé étrangement naturel. Claire s'était levée tôt, comme toujours, préparant les enfants pour l'école, vidant le lave-vaisselle, vérifiant les devoirs oubliés, ramassant les vêtements traînés au sol. Mais dans chacun de ces gestes, une forme de tranquillité nouvelle s'était glissée. Étienne n'avait rien promis, il n'avait pas parlé d'avenir, il n'avait pas bouleversé sa réalité. Et c'était peut-être cela, justement, qui la bouleversait. Pendant la journée, elle reçut un message succinct. « Dîner ce soir? Je passe te chercher à 19 h. Rien d'officiel. » Elle hésita à répondre, puis tapa « D'accord. » Aucun émoticône, aucune fioriture. Elle avait compris que leur manière de se parler n'avait pas besoin d'enrobage. Elle prévint les enfants, organisa un dîner rapide pour eux, laissa une voisine en qui elle avait confiance venir les surveiller. Elle se prépara sans excès. Un pantalon sobre, un haut discret, les cheveux attachés avec soin. Elle n'avait rien à prouver, mais elle voulait se sentir prête. Prête à écouter, à poser ses conditions, à être vue en tant que femme adulte, pas seulement comme une figure fatiguée ou une survivante du quotidien. Étienne arriva pile à l'heure. Pas de voiture luxueuse ostentatoire, pas de chauffeur, juste lui, au volant, une veste sur les épaules, une expression calme. Il ne lui demanda pas si elle était prête. Il ouvrit la portière, attendit qu'elle s'installe et démarra. Ils allèrent dans un petit restaurant à l'extérieur de Lyon, loin du centre, loin des regards curieux. Une auberge discrète, connue pour ses plats simples mais soignés, ses banquettes en bois, ses nappes en tissu épais. L'ambiance y était chaleureuse, presque familiale. Ils furent installés dans un coin tranquille. Le serveur reconnut Étienne, mais ne fit aucun commentaire. Étienne ne donna pas son nom, n'exigea rien de spécial. Il voulait que ce moment reste à taille humaine. Ils commandèrent sans hésiter, une blanquette pour lui, un gratin dauphinois pour elle, un verre de vin chacun. Aucun luxe. Juste une conversation à venir. Ce fut Claire qui la commença posément. Je sais que ce que nous sommes en train de faire est fragile. Et je ne parle pas seulement de ce qu'on ressent. Je parle de tout ce qu'il y a autour. Étienne acquiesça. Je le sais. Et je ne veux pas que tu sacrifies quoi que ce soit pour moi. Ni ton emploi, ni ta réputation, ni ta tranquillité. Je n'ai jamais voulu que ma présence soit un poids pour toi. Mais elle l'est, Étienne. Pas par ta faute directe, parce que tu représentes. Ton nom, ton argent, ta position. Je ne peux pas ignorer ce déséquilibre. Il resta silencieux quelques secondes, puis dit « C'est vrai, ce déséquilibre existe, et je ne prétends pas qu'il n'aura pas de conséquences. Mais j'ai appris, ces derniers temps, que le contrôle absolu ne protège de rien. Pas des sentiments, pas des attaques, pas du silence. » Claire le fixa, attentive. Elle voulait comprendre, pas être convaincue. « Et tu es prêt à vivre avec cette réalité, à être jugé, mal interprété, à devoir parfois te justifier ? Je suis prêt à ne pas me cacher, pas parce que j'ai besoin d'affirmer quelque chose, mais parce que je refuse de laisser les autres décider à notre place. » Elle baissa un instant les yeux, inspira. « Je ne veux pas qu'on affiche quoi que ce soit. Je veux qu'on protège les enfants, mon espace, mon rythme. Je veux pouvoir dire non, changer d'avis, avoir le droit de douter sans que tu me prennes pour une femme instable. Tu as ce droit, tous les droits, Claire. » Elle sourit un peu malgré elle. Étienne, avec sa manière directe, parvenait à désamorcer ses résistances sans les contourner. « Et si je te dis que j'ai besoin de temps? Alors je te le donnerai. » Le repas continua dans un calme respectueux. Ils parlèrent d'avenir mais sans tracer de plan, juste des possibilités. Étienne raconta un souvenir de jeunesse, un projet avorté de ferme en Dordogne. Claire évoqua une passion ancienne pour l'écriture,
abandonné faute de temps et d'énergie. Il ne cherchait là pas à séduire, juste à se découvrir, sans décor. À la fin du dîner, Étienne sortit une petite enveloppe, fine, discrète. Il la posa sur la table, sans mots. « Ce n'est pas un cadeau, c'est une option. Lis-la quand tu seras chez toi, si tu veux. Tu n'es pas obligé de me répondre. » Claire hésita, puis prit l'enveloppe. Elle la glissa dans son sac sans l'ouvrir. Elle ne voulait pas que ce geste vienne empiéter sur l'instant qu'ils partageaient. Ils quittèrent le restaurant peu avant 22 heures. La nuit était douce. Étienne la raccompagna jusqu'à chez elle. Une fois devant l'immeuble, il coupa le moteur, mais ne fit aucun mouvement vers elle. « Je n'attends rien ce soir, dit-il. Je voulais juste te voir ailleurs, te connaître sans les murs du manoir et te laisser libre. » Claire hocha la tête. Elle posa la main sur la poignée, mais resta quelques secondes supplémentaires. « Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir essayé de rendre tout ça facile. » Elle descendit, monta les marches en silence. Quand elle entra chez elle, les enfants dormaient paisiblement. Elle s'assit sur le canapé, ouvrit son sac et en sortit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille manuscrite, sobre, une proposition d'emploi, un contrat partiel, en tant que responsable des jardins extérieurs, rattaché directement à un projet de développement écologique du domaine. Aucun lien avec le ménage. Un poste pensé pour elle, avec un emploi du temps adapté à ses enfants, une progression salariale raisonnable et surtout une clause discrète. Ce contrat ne dépendra d'aucune relation personnelle ou sentimentale. Il est fondé sur vos compétences et votre implication. Claire resta longtemps à regarder la feuille. Étienne venait de lui offrir une chose rare, une place, pas un refuge, pas une dépendance, une place à elle, pensée avec respect. Elle n'avait pas encore décidé si elle accepterait, mais pour la première fois, elle savait qu'elle pouvait choisir. Et ce choix-là, personne ne pourrait le lui enlever. Claire mit 3 jours pour répondre. Pas par hésitation émotionnelle, mais parce qu'elle savait que cette décision, une fois prise, redéfinirait non seulement son quotidien, mais aussi sa manière de se positionner face au monde. Elle relut le contrat plusieurs fois, en silence, assise à la table de la cuisine pendant que ses fils jouaient à quelques mètres. Chaque clause, chaque mot avait été soigneusement pensé. Rien n'était suggéré entre les lignes, rien d'ambigu. Étienne n'avait pas tenté de l'acheter. Il lui offrait simplement la reconnaissance d'un travail, d'une compétence, d'une implication. Un cadre clair, loin de la relation trouble que certains auraient pu soupçonner. Le 4e matin, elle glissa l'enveloppe signée dans son sac et se rendit au manoir. Elle avait demandé à voir Étienne sans passer par les intermédiaires. Il l'attendait dans son bureau, sobrement vêtu, assis droit derrière sa table. Quand elle entra, il leva les yeux et attendit, sans dire un mot. Claire s'approcha, sortit l'enveloppe et la déposa devant lui. « J'accepte, dit-elle simplement. » Étienne hocha la tête, prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. « Je suis heureux que tu sois revenu, » répondit-il. « Je ne suis pas revenu. Je change de position, c'est différent. » Un léger sourire étira ses lèvres. « Tu as raison. » Elle resta debout, droite, face à lui. « J'ai besoin de poser mes règles. Je veux qu'on garde ça entre nous, au moins pour un temps. Pas de changement soudain dans l'organisation, pas de démonstration. Je veux qu'on me voie travailler, pas qu'on parle de moi dans les couloirs. Je m'y engage. Et surtout, mes enfants ne doivent pas être affectés par quoi que ce soit. Si un jour, les choses entre nous changent, je veux qu'ils restent à l'écart. » Étienne acquiesça, sans négocier, sans ajouter de conditions. « Tu auras ton espace, tu construis ton rythme. Je ne veux rien précipiter. » Claire le regarda longuement. Elle vit qu'il comprenait, et elle sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle pouvait avancer à sa propre vitesse. La nouvelle de son retour dans un nouveau poste circula rapidement, mais le silence qu'elle avait imposé par son attitude la protégea plus que toute déclaration. Elle ne parlait pas de sa relation avec Étienne, elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle faisait son travail, chaque jour, avec la même rigueur, la même précision. Elle forma un jeune jardinier débutant, reprit la supervision des espaces verts, proposa des améliorations sur les systèmes d'irrigation. Elle était tout simplement dans son élément. Étienne, de son côté, maintint ses distances publiques. Ils ne se croisaient que rarement dans les couloirs, mais continuaient à échanger par des notes discrètes, des appels sobres, des réunions brèves mais productives. La complicité entre eux restait intacte,
mais elle n'était jamais affichée. Elle grandissait dans l'espace privé, protégé, que chacun respectait. Le week-end suivant, Claire invita Étienne à dîner de nouveau, chez elle. Rien de formel, juste un moment. Les enfants l'attendaient avec impatience. Louis avait préparé un dessin pour lui, représentant un jardin immense avec 2 bancs côte à côte. L'aîné, plus réservé, l'observa encore avec prudence, mais sans hostilité. Ils mangèrent des lasagnes faites maison, parlèrent des petits événements de la semaine. Étienne ne s'imposa pas. Il ne tenta pas de jouer au père de substitution. Il resta à sa place, écoutant, partageant, répondant quand on l'interrogeait. À la fin du repas, Claire et lui s'installèrent sur le balcon, une tasse de thé en main, tandis que les enfants s'endormaient à l'intérieur. « Tu savais que ça irait jusque-là » demanda-t-elle. « Non, et je ne l'ai pas planifié, mais je savais que si je ne faisais rien, je passerais à côté de quelque chose d'essentiel. Et maintenant ? Maintenant, je veux juste être à la hauteur. Pas de toi, mais de ce qu'on construit ensemble. » Claire resta silencieuse un moment, puis tourna la tête vers lui. « Tu sais que ça peut échouer, que le monde ne changera pas pour nous. »« Oui, mais je suis prêt à échouer avec toi, pas à continuer seul par sécurité. » Elle acquiesça. Elle n'avait pas de réponse à donner. Ce n'était pas le moment des serments, c'était celui du quotidien, des gestes simples, des décisions constantes. Les semaines passèrent, et lentement les regards au manoir changèrent. Les plus hostiles comprirent que Claire n'était pas une distraction passagère, qu'elle ne cherchait ni ascension sociale, ni reconnaissance publique. Elle voulait juste sa place, et elle l'avait conquise, à force de travail, à force de constance. Un matin, Étienne l'emmena voir une dernière partie du jardin, une allée qu'ils avaient toujours évité de transformer, faute de temps. Il avait demandé à l'équipe de la redessiner, selon les premiers croquis qu'elle avait esquissés des mois auparavant. À l'entrée, une petite plaque avait été installée. Elle s'approcha. Il n'y avait pas de discours grandiloquent, pas de dédicace excessive, juste quelques mots gravés. Jardin clair, né du silence, bâti par la volonté. Elle le regarda. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Elle posa la main sur la plaque, puis se retourna vers lui. « Merci. C'est toi qui l'as fait exister. » Et dans ce jardin, fruit d'un effort discret mais tenace, ils continuèrent, jour après jour, à vivre ce qu'ils avaient choisi. Pas une histoire parfaite, mais une histoire vraie. Et surtout, une histoire qu'elle avait osé vivre, par choix, pas par hasard.